Alors, on accueille Marie de nouveau, la marraine de la saison 3. On te l'avait dit, à l'épisode 1 et aujourd'hui, on avait envie de parler de projets et la relation avec les quantités parce qu'on est un peu dans ce mood-là où, il faut qu'on décide, quelle quantité je vais semer, quel, cultivar, quelle variété. Quelles seraient les questions qu'on peut se poser pour bien planifier son potager selon toi? Ben, en termes de quantité, c'est sûr que la première chose, c'est, combien de personnes on veut nourrir, avec le potager. Si c'est juste, 1 personne, c'est pas pareil que si on est 5 comme ici au jardin vivrier. Puis ensuite, il y a aussi le niveau d'autonomie alimentaire qu'on veut atteindre. Si on veut, par exemple, s'autosuffire le plus possible sur toute l'année, ou si on veut juste avoir, des légumes d'été, tomates, salade, quelques courges. Puis, dans les 2 cas, c'est très différent parce qu'ici au Saguenay, ben, en climat nordique, on cultive pas pendant l'hiver, donc on cultive pendant l'été toute toute la nourriture dans le fond pour toute l'année. Donc, c'est sûr que ça change beaucoup les quantités. Heu, ouais, fait que je dirais que c'est ça. Principalement, c'est le nombre de personnes puis le niveau d'autosuffisance qu'on veut. Après, ça dépend aussi de la place qu'on a, bien sûr, là. Mais puis finalement, ben, tu sais, ça va avec, parce qu'il y a le niveau d'autosuffisance qu'on veut atteindre, mais aussi, quels moyens de conservation on a pour être capable de faire le tour de l'année. Excellent. Et tu parles du niveau d'autosuffisance, mais on pourrait aussi avoir l'angle de, j'aimerais manger ça, de ce qui vient de mes propres cultures. Moi, je trouve que c'est un angle que j'aime beaucoup. C'est comme l'année prochaine, j'ai vraiment envie de manger du pesto toute l'année Ouais, que j'ai fait absolument. Oui, j'ai un légèrement. heu, qui adore la persillade, donc lui, il se fait une planche au complet de persil et d'ail pour faire sa persillade pour toute l'année. Fait que ça dépend de nos goûts aussi. Ouais. Et va s'en venir dans cette discussion, un geste très généreux de la part de Marie parce que, j'ai son livre sous les mains avec un tableau avec toutes les quantités suggérées pour, 5 personnes. Mais on va nuancer aussi ces chiffres, ensemble. Mais il se trouve que Marie a accepté que ces quantités soient disponibles dans la main verte. Donc, à partir de demain, vous allez dans la section bilan, puis vous allez pouvoir «comparer» entre guillemets vos quantités à celles du jardin vivrier. C'est pour ça que c'était important de les nuancer aujourd'hui. Et donc quelque part, première nuance, c'est que, est-ce qu'on a un projet d'autosuffisance ou est-ce qu'on a un projet de faire sa sauce, spaghetti, son pesto et autres? Mais tu as dit quelque chose, tu as dit, mmh, légumes d'été, puis je trouve que, j'ai la chance d'être, encore débutant, je pense. C'est pas toujours un terme très explicite. Qu'est-ce qu'un légume d'été, automne? Qu'est-ce que ça implique dans son choix des cultivars, ses quantités? Ben, c'est tout simplement la période qu'on le mange. Un légume d'été, on va le manger pendant l'été, puis un légume d'hiver, on va le manger pendant l'hiver, donc ça implique qu'il va avoir, une certaine méthode de conservation, je dirais, mais frais. Comme on peut, canner des légumes d'été pour les manger, tu sais, canner à l'autoclave, par exemple, les mettre en conserve pour manger pendant toute l'année des poivrons, même si les poivrons, c'est un légume d'été parce qu'il va pas se conserver au caveau tout l'hiver. Fait qu'une fois que c'est canné, tu sais, en mise en conserve, on peut garder n'importe quoi, pendant très longtemps. Mais, c'est plus au niveau du légume frais. Donc, par exemple, les légumes d'hiver, ça va plus être les légumes racines souvent, mais aussi plusieurs légumes feuilles qu'on est capable de conserver au caveau, qu'on va cultiver pendant l'été. Par exemple, des céleris branches, mais il y en a qui peuvent cultiver des céleris branches pour manger du céleri pendant l'été. Mais ça peut être aussi un légume d'hiver au sens où on va faire une grosse quantité de céleri branches pour être capable d'en manger tout l'hiver en les conservant au caveau. C'est plus à ce niveau-là. Même chose, par exemple, on parlait, des poireaux, il y a 3 variétés de poireaux, donc ça reste que c'est tous des poireaux, mais il y en a une qu'on cultive pour manger pendant l'été, une qu'on cultive pour mettre au caveau puis manger pendant l'hiver au caveau, puis une qu'on cultive pour laisser au jardin tout l'hiver qui va, repousser au printemps, puis ça va être nos poireaux de printemps en attendant les prochains poireaux d'été. Donc tout ça, c'est des poireaux, ça reste la même chose. Mais ça dépend de leurs moyens de conservation puis quand on va les manger finalement. Et dans ton cas, est-ce que ça sous-entend aussi d'autres, cultivars, donc d'autres variétés? J'arrête pas d'alterner entre ces termes-là, mais Ben, dans le cas des poireaux, c'est 3 variétés différentes, ouais.
tu vois, là, il y a quand même un geste technique «d'expert» entre guillemets. C'est quand même déjà savoir qu'on peut cuisiner le cultiver sous 3 calendriers différents. Mmh, Mais en plus, on vient adapter les 3 cultivars à chacun. ouais. Ah oui. Les as-tu en tête les 3 cultivars pour donner un exemple concret, Ils sont dans le livre, j'ai celui de, c'est le poireau Val-au-Vent, qui se garde au jardin tout l'hiver. Les Mmh. 2 autres variétés, j'ai pas le nom là comme ça en tête. Ben, c'est parfait parce que si on tape, vivrier dans le moteur de recherche, C'est on ça. les a mis si ma mémoire est bonne. C'est vrai que c'est aussi pour ça là, c'est puis, ce On s'en balado souvient vient d'un nous-mêmes aussi, moi des fois je me souviens bah, pas de oui, ce que j'ai écrit dans le livre. mais, vous verrez dans les quantités suggérées par Marie, là, je l'ai sous les yeux, tu as poireaux d'automne 130 plants, poireaux d'été 70 plants et poireaux d'hiver 100 plants. Enfin que vous avez aussi adapté, les Ouais. quantités à la saison, oui. Oh oui, parce que, ben, c'est chaque variété. Le poireau d'été, il va mal se conserver au caveau. Il pourrit plus facilement, mais il pousse plus vite. Donc lui, il est prêt plus tôt, donc on le sème quand même pour avoir des poireaux plus tôt pendant l'été. Et j'ai l'impression qu'il devient un peu moins gros aussi, tandis que le poireau d'hiver, il devient un peu plus gros puis il se conserve mieux au caveau. Donc on alterne les quantités aussi par rapport à ça, parce que, disons, le Mmh. poireau d'été, on va l'en manger de juillet à septembre, par exemple, tandis que le poireau d'automne qu'on mange au caveau, ça va être octobre-novembre, jusqu'à avril-mai. Et est-ce qu'il y a d'autres, spectres de lecture quand on crée un projet, c'est tous les gens que tu accompagnes, tu as l'impression qu'il est décrit comment ce projet, à la base? Ça dépend aussi beaucoup du terrain qu'on a, parce qu'il y en a qui ont un tout petit terrain résidentiel, dans un quartier résidentiel, ils sont pas sûrs qu'ils vont habiter là très longtemps. Ils vont pas faire le même aménagement d'écosystème que quelqu'un qui a acheté une terre puis qui aimerait avoir, d'autres gens qui s'installent avec eux pour faire une échelle plus collective. Puis à ce moment-là, qui peuvent, avoir des aspects de plus au projet. Par exemple, les grandes cultures, la production de céréales, ça, on sait que ça demande de la main-d'œuvre de plus, tu sais, qu'un potager. Donc à ce moment-là, il faut être plusieurs, puis c'est là qu'on peut commencer à se mettre à plusieurs familles. C'est des Puis entre les 2, ben, il y a des gens qui ont quand même un terrain résidentiel, mais quand même un peu grand, puis ils vont, même si c'est juste unifamilial, ben, ils vont quand même, mettre l'effort de créer un vrai écosystème avec des forêts nourricières, des arbres, peut-être moins nourriciers, mais qui ont un rôle dans l'écosystème. Ça, ouais, ça peut dépendre beaucoup du terrain qu'on a aussi, ouais. Et c'est intéressant que tu mentionnes, est-ce qu'il y a les voisins pour aider ou autre? Parce que Mmh. Mmh. quand on voit tes suggestions, on ne sait pas exactement la force de main-d'œuvre qui est derrière, outre la force de la nature qui est, ta maman. Peut sûrement compter comme 3. Mmh. Mais toutes les quantités que tu as données sont pour 5 adultes, Mmh. c'est ça? Ah, Donc on estime aussi que c'est 5 adultes qui mangent toute l'année dans ton cas, parce que tu es dans un projet d'autosuffisance ouais. et mais globalement, donne-nous une idée de la main-d'œuvre qui permet un jardin de ces quantités pour 5. Oui, ben, dans le fond, je peux te détailler le calcul que j'ai fait, à l'occasion de l'écriture du livre. C'est que j'avais mis un calendrier dans la cuisine, où on notait à chaque repas le nombre de personnes à table. Donc avec une moyenne de tout ça, j'arrivais à 5 adultes par repas. Hem, puis ben, il y a là-dessus, il y a des visiteurs, des woofers, parce qu'on fait du woofing aussi, qui est un échange de services, de logement, nourriture contre, du travail bénévole sur la ferme et les apprentissages, tout ça. Donc, j'ai estimé que, si je ra que ça revient à peu près à personnes à temps 1,5 temps plein, si on veut, de travail. Ah ouais, quand même, oui. Sauf que c'est pas, tu sais, c'est pas réparti comme ça parce que, on sait qu'il y a des roches de travail, comme on dit là, je sais pas c'est quoi le le terme français, Mmh. mais c'est au printemps puis à l'automne, c'est mai, juin que là, il faut planter tout le jardin, puis il faut être là pour le récolter. Tu sais, c'est les 2 périodes où il faut absolument être là, puis il y a plus au Québec encore plus avec les tournants de saison un peu, qui tournent un peu sec des fois, il faut être là pour
pour que ça se passe. Donc des fois, c'est peut-être 3 personnes qui vont être à temps plein pendant un mois, par exemple, tandis qu'en juillet, il y a plus personne. On part en vacances 3 semaines, puis tout l'hiver, c'est très tranquille aussi. Donc ben, c'est ça. Moi, j'estimais 0,5 personnes à temps 1,5 temps plein, si on veut, pour nourrir, 70 de l'alimentation de 5 adultes. C'est pas 100 non plus, parce que Mmh. j'avais fait le calcul, du pourcentage d'autosuffisance avec les coûts d'alimentation. Dans le fond, j'avais compilé les factures d'épicerie sur un an, puis j'avais comparé au panier d'épicerie moyen de canadien. En ramenant ça par personne, j'arrivais à 40 du prix. Donc ça donnait 60 d'autosuffisance, et aujourd'hui, le prix d'épicerie a augmenté beaucoup, puis notre production du jardin aussi, donc j'estime qu'on est à 70 d'autosuffisance. Donc du point de vue financier. Donc on n'arrive pas à 100 d'autosuffisance non plus, parce que c'est presque impossible, même si c'est juste l'alimentation, c'est presque impossible d'être 100 autosuffisant. Donc mon calcul, ça revient à je trouve qui est très intéressant de ce calcul-là, c'est que si on arrive, par exemple, à 1,5 temps plein, peut-être qu'on peut être à 2-3 temps plein pour nourrir 5 personnes à 100 par exemple. Beh, je trouve que c'est un bon entre-deux entre le pourcentage de la population avant l'industrialisation, qui était de 98. Toute la population se nourrissait de leur jardin. Il y avait pas des épiceries autant garnies qu'aujourd'hui. Si tu cultivais pas, tu sais, c'est ça, c'était tout le monde mettait la main à la terre. Tandis qu'aujourd'hui, on est dans le pourcentage inverse, que c'est 2 de la population qui est agricultrice. Puis on sait que ça vient avec les conditions de vie des agriculteurs aujourd'hui, un taux de suicide plus élevé, des mauvaises conditions de travail, un mauvais taux de rémunération, on les connaît, et cetera. Donc, je trouve que si on arrive à 0,5, 2 personnes à temps plein, peut-être 3 pour 5 adultes, ben on arrive à peut-être 40 à 60 de la population finalement qui est impliquée dans la production alimentaire. Donc, Ah, ça tu le fait vois que comme ça, ouais, c'est incroyable, oui. ben, ça fait que c'est pas 2 de la population qui prennent la charge au complet de maintenir en vie tout le reste de la Mmh. population. Puis c'est pas non plus tout le monde, qui est obligé de mettre les mains à la terre, même s'ils ont pas envie, même si c'est vraiment pas leur talent. Fait que je trouve qu'on arrive à un bon entre-deux où la majorité des gens, s'impliquent dans la base de Mmh. ce qui nous maintient en vie finalement. C'est un genre Ouais, tu c'est un retournes à un taux historiquement sain que ce que je de trouve qui est sain, ouais. d'implication citoyenne dans la production de De fourrage. mon point de vue, c'est un peu une responsabilité aussi, parce que parce que c'est ce qui nous maintient en vie tous les jours. Donc, il y a beaucoup de métiers dans le monde, mais il existe tous les autres métiers n'existent pas si on mange pas d'abord. Fait que c'est comme un peu une responsabilité pour moi de mettre la main à la pâte, si on veut. Mais il y en a pour qui c'est vraiment pas leur truc. Puis quand tout le monde est obligé, ben, c'est là aussi que ça crée de la violence. Mais il y a beaucoup de gens qui adorent ça, en fait. Même si c'est une responsabilité, même si ça peut être une obligation des fois, moi, personnellement, j'adore jardiner, puis j'adore, cultiver mes céréales, puis j'adore tout ça. Mais on est dans un système aussi qui nous le permet pas toujours, parce que le système est fait pour qu'on travaille pour gagner de l'argent finalement. Mais je trouve que le modèle qu'on a un peu créé ici avec le jardin, ben, ça arrive à un bon équilibre de temps investi par rapport à la nourriture produite, ouais. Je souris parce que quand je te vois, passionné de ces sujets-là, je ressens, d'où vient la motivation d'écrire ton livre. Elle est toujours là, tu sais, le «pourquoi» entre guillemets et excellent, mais il y avait un de tes graphiques qui m'avait marqué lors de ta dernière, conférence qui est toujours accessible en ligne, on mettra le lien, qui s'appelle, «Un mode de vie, le jardin, point de départ d'un mode de vie écologique», c'est ça? Ouais, le webinaire Ouais, que j'ai donné en mars, ouais. ouais, j'invite tout le monde à le redécouvrir. C'était des petits camemberts entre les quelque part, je me suis dit: «Tiens, ça serait un potager équilibré». Alors des fois, on a envie de sauter sur, ce qui est, «appétissant» entre guillemets, la tomate, et Ouais. autres. Mais si tu devais résumer, visuellement ces camemberts, ça serait qu'est-ce qu'un potager bien équilibré? On l'a pas le graphique? Je pourrais l'ajouter au montage, tiens, ça sera OK. l'avantage de pas être en direct aujourd'hui. Ben, au fond, c'est qu'on produit au potager 100 des fruits et légumes depuis maintes années. Donc de toute l'année, on va jamais acheter des fruits et légumes à l'épicerie.
Ensuite, on produit un haut pourcentage aussi de la portion protéique, de la portion de protéines qu'on mange, dans l'alimentation. Parce qu'on essaie pas on essaye, on a une alimentation équilibrée aussi en termes des 3 catégories nutritives de, fruits et légumes, féculents, protéines. Donc, il y a avec une alimentation majoritairement végétarienne, pas 100 végétarienne, ni végane, mais après ça, c'est une question de choix. C'est majoritairement végétarien avec un peu de viande, mais ça permet de produire la majorité des protéines au jardin avec les protéines végétales. Donc, une vingtaine de variétés de haricots secs, gourganes, pois à soupe, un peu de lentilles, des pois chiches, j'en oublie là, Soya, bah, je l'ai sous les yeux, soya, ouais. lentilles. C'est ça. Puis, Mmh. donc après, on arrive à faire quand même petit pourcentage de féculents, donc toutes les pommes de terre, ce qui fait quand même beaucoup de féculents, puis quelques rangs de céréales expérimentales, par exemple, du blé, de l'orge, de l'avoine. Mais ça reste que c'est plus expérimental, puis on est loin de produire, les céréales pour faire le pain pour toute l'année, par exemple, ou pour toute la portion de céréales, si on fait, par exemple, une casserole de quinoa, tu sais? Parce puis dans le fond, c'est ce qui est intéressant, c'est que, ce qui le défi des céréales puis des huiles, finalement, c'est qu'il faut des champs, des grandes cultures. Là, ça demande soit plus de moyens techniques, soit plus de main-d'œuvre. Donc c'est les céréales puis les huiles qu'on peut pas produire au potager. Ben, qu'on peut, mais pas en grande quantité pour être autosuffisant. Mais ça reste quand même que les fruits et légumes, c'est très cher. Et la qualité est pas toujours au rendez-vous non plus à l'épicerie. Même chose pour les protéines. Donc, déjà, en produisant ces 2-là, au potager, ben, ça fait que ça augmente beaucoup l'autosuffisance, puis du point de vue financier aussi. Donc, puis du point de vue Mmh. aussi, nutritif, qualité de ce qu'on mange, la santé, tout ça. Puis après, ben, c'est sûr que le point de vue calorique, il serait différent pour le pourcentage d'autosuffisance parce que les céréales puis les huiles, c'est ce qui est a de plus calorique. Mais, le point de vue financier est aussi intéressant pour cette alimentation-là. Puis, c'est quoi que je voulais dire? Puis j'ai perdu mon idée. Hein? Moi, j'en ai. Toi, tu as des idées? Mais je voudrais pas interrompre ta pensée non plus, mais par exemple, est-ce qu'on peut quand même dire que les céréales, c'est des filles, experts? Parce qu'on dirait que je l'entends quand même assez régulièrement, que se lancer dans les céréales, c'est au minimum de 3 ans après, des belles victoires au jardin, non? Ben, moi, on a essayé ici, là, on a acheté une terre finalement en 2020-2021, puis, j'ai fait quelques essais de céréales parce que j'ai envie d'essayer de faire des céréales en non-travail du sol, sans Mmh. pétrole. Donc, pas de tracteur, pas juste, moi avec ma faux. Heu c'est ça. Ben, j'ai pas eu l'énergie encore de persévérer assez, mais j'ai lu des livres, là-dessus, puis je crois que ça peut marcher. Puis les essais que j'ai faits, ça a un peu marché, mais pas assez pour produire des céréales, pour vrai. Mmh. Et j'ai hâte de pouvoir continuer, ces expériences-là, mais c'est vrai que c'est un niveau de plus. Heu, je suis pas sûre que c'est un niveau de plus technique parce que le potager, c'est très, très technique, mais, je dirais que c'est un niveau de plus d'organisation. Parce que vu que surtout si, j'arrive à le faire un jour en non-travail du sol, sans pétrole, ben, ça fait qu'il faut de la main-d'œuvre. Mais ça se fait, tu sais, avant le tracteur, moi j'ai connu, la sœur de ma grand-mère qui cultivait comme ça dans la France, en Beauce, au début des années 1900 là. C'était tout le monde, c'est des faucheurs, tu sais, c'était des armées de faucheurs, qui allaient faucher les champs au moment des moissons. Mmh. Puis, je Et sais que cette tante-là, elle disait toujours, le chômage n'existait pas avant, la mécanisation, tu sais. Fait que pour la et production de céréales, finalement, le défi qu'il faut, c'est d'arriver à avoir une organisation sociale qui permet ce projet-là, je trouve. je rigole de nouveau parce que je sais que tu es inspiré bien sûr par, ton histoire, ta famille, mais là, je pense à ton frère en particulier parce que j'ai vu passer une vidéo où il allait bûcher dans le bois, 100 à la main jusqu'à ramener ses immenses troncs sur son Ouais, petit, traîneau de neige. Puis j'imagine très bien vos conversations entre les céréales, sans pétrole et aller bûcher 100 ouais. à l'ancienne là, c'est les défis des tévards, quoi. Ben, puis tout ça, dans le plaisir, hein, parce que ça nous amuse au Beh, bout du oui, compte. et ça vous fait rester en bonne santé. C'est drôle de voir J'ai passé un
les commentaires sur les réseaux sociaux des gens qui l'ont jamais essayé puis qui disent: «Ah mais tu vas te briser le dos, c'est sûr», mais tu sais, et mon frère, Avec la il bonne technique, a fait le yoga puis, c'est qu'on se met plutôt en forme qu'on se brise là, tu sais, ça dépend ouais, toujours, ouais, ben, ça revient c'est à ce que je excellent. disais aussi de la quantité de main-d'œuvre, tu sais, si on arrive à être 40 à 60 de la population, si on n'est pas 98 de la population obligée de jardiner ou 2 qui tient le monde sur ses épaules, ben, ça fait qu'aussi on peut avoir une organisation sociale qui laisse le temps justement de faire du yoga, du tai chi, de s'entretenir physiquement, d'aller au jardin juste quand on a envie puis qu'on n'est pas forcé, puis Mmh. à ce moment-là, ça nous met en santé plutôt plus que ça nous brise. Mais d'ailleurs, ce que tu viens de dire, moi, je vois 2 sujets qu'on peut remettre au départ de la conversation. Quand on doit écrire son projet, le 1er, c'est pourquoi je fais ça, tu sais, on saute un peu sur l'autosuffisance ou dans mon cas, le côté culinaire, l'objectif. Mais il y a aussi, est-ce que je souhaite me remettre en forme? Ça peut être un des angles, tout à fait honorables, est-ce que je souhaite, faire de la conservation et est-ce que j'ai l'équipement? Tu sais, toutes ces questions, si elles sont posées au début, ça me permet quand même de mieux est-ce que je souhaite dépenser, genre Mmh. si je veux cultiver 4 saisons, est-ce que je souhaite dépenser dans ma serre? Mmh. C'est quand même des questions qui sont ultra structurantes sur, le projet en final et aussi comment on le perçoit parce que si on n'écrit pas dès le départ dans son projet: «Je veux le faire pour me remettre en forme ou pour être en forme», Bah, ouais, bah, peut-être qu'on oublie cette vertu-là sur la route. exact. Puis, ça revient aussi un peu à ce que je parlais de mon expérience aussi dans le webinaire, du mois de mars. Qu'avant, pour moi, j'avais mis l'écologie comme une valeur supérieure à tout, tu sais, que j'étais prêt à faire des grands sacrifices au nom de l'écologie pour avoir un mode de vie qui brise pas la planète, puis au point où moi, je me suis brisée là-dedans, j'ai fait des burn-out, puis que des fois, j'avais plus du tout de plaisir à faire le projet, mais que je continuais quand même pour des valeurs morales. Puis maintenant, j'ai mis la santé, mais que l'écologie, finalement, se retrouve inclus dans la santé. Parce que, là où nous, on est en santé, c'est quand l'écosystème est en santé, puis là où l'écosystème est en santé, c'est là où nous, on est en santé. Puis c'est de trouver le mode de vie, l'équilibre de ce mode de vie-là où les 2 ils s'entraînent là-dedans, où plus tu es en Mmh. santé, ton écosystème l'est parce que tu as plus d'énergie pour en prendre soin, puis lui, il a plus d'énergie à te donner aussi. Fait que c'est sûr que pour moi, la santé, c'est peut-être la motivation principale finalement de ce projet-là. Ouais. L'écologie de soi, comment, L'écologie de c'est un soi ou peu la s santé de l'écologie ou tout ça, ça va ouais, ensemble, ouais. c'est, bah, d'ailleurs, tu avais le yin et le yang, dans un de tes slides, de Ouais. présentation, donc c'est un peu ça, ouais. Mais, parlons un peu des fruits et petits fruits parce que, si on retourne sur cette, matrice de choix à prendre pour écrire son projet, on dirait qu'il y a aussi là, on a parlé de conservation ou d'été, mais on n'a pas parlé de vivace ou Mmh. annuel et encore moins ce qui peut prendre 5, 10. En gros, est-ce que mes efforts vont avoir des horizons de temps différents? Est-ce que je suis à l'aise avec ça? Si je déménage dans 5 ans, pourquoi je planterais un fruitier, et cetera? Chez vous, ça se traduit comment ces différents horizons de temps? Parce que vous avez quand même des fruitiers. Oui, ben, les fruitiers, c'est sûr que c'est long, là, comme on je dis qu'on n'achète pas de fruits et légumes, mais ça arrive encore qu'on achète un peu de pommes parce que les fruitiers, ils font pas encore tout à fait le tour de l'année parce qu'il y en a qui sont trop jeunes encore. Fait que pour les pommes de conservation, parce qu'il y a aussi les pommes d'été puis les pommes de conservation, mais ça arrive que les pommes de conservation, on n'arrive pas encore à faire le tour. Mais ça, c'est une question de temps parce que j'ai un ami en face que lui, il a un caveau juste à pommes, puis il mange amplement des pommes toute l'année. Donc oui, il y a un délai, c'est sûr. Puis en plus, en climat nordique, ben là, tu essaies des variétés, mais là, finalement, tu as un hiver à -40, ça faut recommencer à zéro, l'arbre il a gelé ou fait que, c'est sûr que ça, c'est un délai de plus. Puis une fois que ton arbre, il est grand puis il est planté, ben, tu peux pas partir avec, tu sais, tu peux pas déménager avec ton arbre. Fait que, faut aussi que tu sois à peu près sûr que tu restes sur ce terrain-là pour un certain temps, ou que parce que c'est dur à mettre dans une valeur de revente, même si ça a une valeur inestimable, mais tu sais pas si le prochain propriétaire, il va le raser pour mettre de la pelouse, tu sais. Fait que,
Fait que ouais, c'est sûr qu'il y a une question de temps. Ben, nous, il y a les fruitiers, puis il y a les vivaces, mais les vivaces, c'est pas forcément long. Il y a les asperges qui peuvent prendre, 2-3 ans avant d'être productives. Mais toutes les autres, on peut les planter puis en avoir l'année d'après, là. Puis les Mmh. vivaces, c'est vraiment intéressant pour l'autosuffisance parce que premièrement, parce qu'on s'en occupe plus. Une fois qu'ils sont plantés, ils restent là et ils repoussent d'année en année. Puis souvent aussi parce que c'est les premières qui poussent au printemps. Vu que leurs racines restent dans le sol, dès qu'il y a plus de neige, ils sortent, donc c'est nos verdures de printemps souvent. Là, je vois 2 rhubarbes, 60 asperges quand même. Vous avez de la livèche. Oui, les veg, on en mange beaucoup. Heu, dans les fruitiers, amélange, camerise, cassis, fraise, framboise, gadelle, groseille, kiwi arctique, melon et vigne. 12 plants de vigne quand même. Oui, ouais. Il y a un manque là-dessus dans les fruitiers, là, c'est les petits fruits. On a aussi de l'argousier, la mélanchier, je sais pas si tu l'as dit. Puis, sinon dans les fruitiers, on a aussi, plusieurs variétés de prunes, les petites cerises, les prunes cerises, une vingtaine de variétés de pommes, puis Mmh. 2 ou 3 variétés de poivre. Ouais. Fait qu'on Excellent. n'arrive pas à avoir les fruits tropicaux, mais on manque pas de fruits quand même. Mais, un autre angle, parce que là, je trouve c'est structurant de le voir en horizon de temps, tu sais, annuel, bisannuel, le vivace, les petits fruits et les grands fruits, donc en gros jusque 15 ans d'attente, hein. On pourrait aller jusqu'au noyer, pour ceux qui Ouais, ont la chance d'avoir la bonne zone de rusticité. Mais on a je des trouve noix. qu'il y a aussi l'angle, ouais, il y a l'angle de, l'exploration. Et je ne sais pas si le terme, à mettre en face de ça, c'est exploitation, mais moi je le vois comme ça, c'est comme ça que je l'ai appris, on va dire, en entreprise. Au sens où est-ce que je suis en train d'explorer des savoir-faire pour, me forger des compétences et donc une production finale? Ou est-ce que j'exploite ce que je sais déjà pour m'offrir des victoires, je vais pas dire garanties, mais presque? Parce que dans un projet, on pourrait facilement deviner le ratio entre les 2. Il y a celui qui en a rien à faire de faire ses échecs, d'année en année parce que c'est sa joie, et il y a d'autres méthodes un peu plus style maraîcher, j'imagine, où là, on est dans, je veux produire, Ben, c'est toujours, faut avoir un bon ratio. Après, ça dépend c'est quoi. Si on a un projet de recherche, ben là, on s'en fout un peu plus. Mais si on a un projet Mmh de mh. se nourrir, ben là, on veut récolter, là, assurément. Donc, c'est toujours, un assez bon ratio, je dirais au moins 80 de valeur sûre. Puis, Mmh. mais de toujours avoir un pourcentage d'expérimentation aussi pour continuer d'agrandir la diversité des variétés, puis faire des nouvelles découvertes, puis aussi après agrandir, par exemple, aux plantes médicinales ou ce genre de choses. Donc, c'est comme ça qu'on fait toujours des nouvelles découvertes, puis que finalement, on en vient à remplacer une variété par une autre qui était une valeur sûre, mais que l'autre est une valeur encore plus sûre, par exemple. Fait que, ouais, mais si, c'est il y a toujours depuis, depuis plusieurs années, il y a des variétés qui reviennent toujours. Le poireau va au vent, on va toujours le faire parce qu'on sait qu'il passe l'hiver sous la neige. Ouais. Ouais, et donc vous, l'exploration, on est sur, la culture de céréales, sans pétrole. Et est-ce que tu as d'autres explorations à nous nommer qui se passent en ce moment chez vous? Heu, d'autres explorations en ce moment, il y a beaucoup, plusieurs plantes, médicinales là, on fait toujours, c'est un peu ça après le potager, disons. Ce qui est facile de faire à l'échelle du potager quand on n'a pas des terres pour faire des céréales, mais ça peut être les plantes médicinales, puis il y en a plusieurs qui sont médicinales et aromates qu'on peut servir en cuisine. Puis on peut aller vraiment très loin dans cette exploration-là de la nutrition, médicinale si on veut. Moi, je me suis intéressée beaucoup à ça aussi par la diététique chinoise, la médecine chinoise, dans le fond, bien connaître les propriétés des aromates, tu sais, parce que le thym, c'est une herbe médicinale, par exemple, le basilic aussi. Puis, fait que c'est ça, en ce moment, on a plusieurs plantes, qu'on met sur le terrain juste parce qu'elles sont médicinales ou pollinisatrices, par exemple. Mais là, ça fait qu'on explore aussi notre micro-écosystème, de dire: «Ah là, c'est plus Mmh. humide, on va mettre cette plante-là qui aime plus l'humidité». Au lieu d'avoir le potager puis de la pelouse autour, ben, on a le potager, mais autour, il y a quand même de la végétation, que ça soit au pied des fruitiers ou dans les zones humides ou puis des plantes qui sont utiles aussi, sans qu'ils soient forcément comestibles. Puis après, ben, tu as toute la la question de la transformation aussi de ces plantes-là médicinales. Fait que, de plus en plus,
on arrive à produire, nos plantes médicinales puis à faire les préparations qui vont avec. Je À les parlais de comprendre, oui, surtout, oui. ouais, parce que je parlais de leur utilisation en cuisine, mais tu sais, il y a aussi l'utilisation médicinale purement de se faire, des baumes ou des décoctions ou des des, Mmh. je sais plus comment on appelle ça là, des teintures, tout ça là. Fait Mmh. que ça c'est, ouais, un volet qu'on explore beaucoup sur l'échelle de notre petit terrain résidentiel, là. Excellent. Et j'aurais voulu revenir un petit peu sur la notion de lieu de conservation ou de méthode, c'est toi Oui, qui me diras l'un ou l'autre. Au point où si, quand on fait l'état des lieux, et c'est mon cas où j'ai pas l'impression d'avoir quoi que ce soit autre qu'un frigo pour conserver, tu mmh, sais, j'ai pas d'endroit où je peux descendre à 10 degrés. mmh. J'ai pas beaucoup de connaissances. Est-ce que ça sous-entend qu'on doit aller uniquement sur les annuels et des variétés de non-conservation, ou j'ai Je connais l'opportunité d'étirer un peu la saison? Ouais, ben, je connais beaucoup de gens qui s'ils ont pas de caveau, ils s'achètent un deuxième frigo pour faire office de caveau. Mmh mh. Puis dans C'est un pas trop cher en plus, oui? C'est pas trop cher, tu restes quand même dépendant de l'électricité, tandis qu'un caveau, il y a aucune mécanisation de quoi que ce soit, ventilation, Et c'est parce que ouais, c'est ça, dans un caveau, il y a rien de mécanisé, pas de ventilation, pas de chauffage ou climatisation, rien. Donc ça a cet avantage-là aussi qu'on est, résilient à toute, coupure de courant ou quoi que ce soit. Mais si on n'a pas l'occasion d'avoir un caveau, ça peut être aussi si on habite en appartement puis qu'on n'a même pas de jardin non plus, on peut avoir un deuxième frigo puis s'en servir de caveau puis acheter des poches de légumes, en haute saison, par exemple, pour les conserver, pendant une partie de l'hiver, tu sais? Parce que dans un frigo, ça va pas forcément faire le tour de l'année comme dans un caveau. Mais tu peux quand même beaucoup étirer la saison avec ça. Puis c'est sûr que sinon les serres, ça allonge beaucoup la saison aussi. Si on a une serre fixe sur laquelle on a un plastique qui reste là en permanence, on peut, démarrer la serre, parce que nous ici on chauffe pas les serres, donc on cultive pas l'hiver, mais on peut démarrer la serre vraiment très tôt au printemps en mettant un mini tunnel dans la serre. Donc ça rallonge beaucoup la saison aussi pour ce qui est des verdures. Puis un peu même chose à l'automne aussi. Puis il y a des variétés aussi qui durent vraiment longtemps. Par exemple, le kale qu'on a déjà récolté sous la neige à la mi-janvier. Il avait fait -20 puis le kale, il était encore bien vert. Donc il y a des variétés comme ça qui nous permettent, tu sais, il y a des choux aussi qui tolèrent bien le froid, des légumes racines, c'est ça, qu'on peut garder plusieurs mois, dans le jardin. Après c'est ça, des fois on a la mauvaise surprise que ça a gelé. Mais des fois, il y a pas forcément lieu de paniquer à l'automne pour se dépêcher de tout récolter, là. Mmh. Tout En plus, tu dépendamment au encore une Saguenay, fois ouais. ouais, tout dépendamment encore une fois des variétés, là. Ouais. Je m'aventurerais bien à essayer de résumer un peu, tous ces critères pour définir son projet. J'ai pris des notes, tout du long pour voir si on a un peu tout ça. Fait que il y en a un, c'est sur la taille. Ouais. Quelle est la taille de votre projet au sens propre là, en superficie, le balcon ou, le jardin type, jardin maraîcher. L'autre, c'est l'aide pour être réaliste. Mmh. Ce que tu as nommé pour être réaliste dans l'aide qu'on va recevoir, Mmh. et rester humble aussi pour pas se faire dépasser. L'angle de l'exploration ou de la garantie des cultures. Est-ce que je suis là pour Mmh. me forger des savoir-faire ou pour produire réellement sur ce que je sais? L'horizon de temps, vivace, annuel, fruitier, arbres type noyer qui me mettent jusque 15-20 Mmh. ans avant d'avoir leurs premiers fruits. Je vais appeler ça caveau versus frigo grâce à toi, parce que j'avais plutôt caveau en tête, mais on dirait que tu viens de me faire acheter un deuxième frigo. Après, il y a aussi l'autoclave. Si on peut pas conserver frais, on peut aussi canner Mmh. à l'autoclave. Et après, il manque, ça détruit des nutriments, puis c'est plus énergivore, mais ça existe quand même comme moyen de conservation. Mmh. Le projet, est-ce que je veux me nourrir? Est-ce que je veux, rester en forme? Est-ce que je veux devenir en meilleure forme? Est-ce que je veux pratiquer mon yoga, ou j'enlève carrément mes bacs surélevés pour, pratiquer ma souplesse? J'ai même entendu récemment une membre de la Main Verte qui disait que son projet de l'année, c'était faire venir plus de monarques, Ouais, et bah, ouais. donc toute la biodiversité était étudiée pour qu'elle ait ce spectacle, au quotidien. C'est quand même sympa comme projet. Ouais, ben, il y en a que
Il y en a que c'est leur seule motivation aussi, c'est d'avoir un cadre de vie, un écosystème Mmh. luxuriant autour de chez eux, ouais. C'est cool. Bah, d'ailleurs, ceux qui nous écoutent, vous pouvez mettre, en une ligne ou 2 là, quel est votre projet? Ça nous inspirera à mieux, les partager aux autres ou les accompagner si c'est, possible dans la main verte. Puis dernier point, peut-être le budget. Est-ce que c'est pour réduire mon économie ou dans certains cas s'amuser, au contraire, à aller un peu fort, sur les dépenses pour se faire plaisir sur une circade Mmh, saison avec, mmh, tout ce qu'il faut pour que on ait de l'énergie, peut-être même aller jusque chauffer, l'hiver mmh, pour certains, là, c'est chacun son projet. ouais. Est-ce qu'on et tu as nommé aussi la qu'est-ce que le terrain le permet? S'il y a une acidité, particulière au niveau du pH, peut-être qu'il ne faut pas s'acharner non plus à des cultures trop, basiques et aller plus sur, ce qui aime ça. De tête, c'est les petits fruits et Oui. autres. Après, je trouve que les particularités du terrain, ça influence moins parce qu'il y a toujours on peut toujours trouver de quoi cultiver pour produire des choses comestibles, tu sais. Si c'est plus acide, on axe plus sur les petits fruits, les patates, par exemple, ou sinon on chauffe, tu sais, on modifie le pH. Mais par exemple, si on est sur, une montagne de roches, là, ça va être plus dur. Mais, je dirais que les particularités du terrain, c'est peut-être moins un critère. Moi, c'est peut-être Mmh. moins un critère qu'on pense, parce qu'on peut avoir tendance à se sentir limité par le terrain. Puis c'est un peu l'expérience qu'on a faite ici aussi parce qu'au départ, c'était un projet d'éco-village, donc il y avait une terre avec plusieurs personnes sur la même terre, puis il y a eu de la chicane, donc les terres il y a eu des te chaque personne s'est retrouvée sur son terrain autour de sa maison, puis le reste de la terre a été vendu, fait qu'on a perdu l'accès à la terre du jour au lendemain. Puis ma mère, elle s'est dit: «Ben, tant qu'à ça, je vais essayer d'optimiser le terrain ici», tu sais, avant de voir si on achète de la terre ailleurs. Puis c'est arrivé, je dirais, c'est autour de 2010 peut-être qu'elle a commencé à se dire ça. Donc on est, 15-16 ans plus tard, puis on peut encore optimiser beaucoup. Donc Mmh. quand même, très assidu sur à la tâche. Donc ça on peut aller vraiment loin dans l'optimisation d'un terrain résidentiel, pas mal plus qu'on pense. C'est très étonnant. C'est Même nous, on est étonnés encore à chaque année de se dire, malgré tout ce qu'on cultive sur le terrain, il reste encore de la place puis du potentiel. Ouais, c'est et étonnant. de la fertilité dans ton cas, oui. Puis on peut augmenter la fertilité aussi. Ouais. C'est toujours plein d'espoir de t'écouter. Merci. J'en profite pour, rappeler que le jardin vivrier est, disponible à plusieurs endroits de l'application, dont un nouveau, de nouveau grâce à ta générosité. Parce que tu nous as communiqué, plein de petites vidéos que tu as tournées il y a 1 an ou 2, il me semble, qui ont jamais été, publiées et qui sont des petits gestes techniques du potager au sein de la méthode du non-travail du sol et donc du jardin vivrier. Et donc, par exemple, je pense que, je vais nommer le semis d'aubergines, que je m'assurerai qu'il soit publié pour, lorsque les gens écouteront cette, vidéo. Mais donc si vous allez dans le calendrier et que vous cliquez sur, semis d'intérieur, d'aubergines, on pourra voir la vidéo, de Marie. Puis ça rappelle tous les différents gestes techniques, notamment le presse-motte qu'on voit en scène. Ça rappelle aussi qu'on n'a pas toujours besoin d'un plateau en plastique, multicellules pour faire ses semis. Enfin, Mmh. c'est super agréable de voir tout ça illustré. Et puis, pour ceux qui ont des questions, questionnements sur comment, planter au sein de la méthode du non-travail du sol, c'est quand même, super illustré de voir comment, vos allées, sont mises en place. Et le petit geste d'ouvrir la paille pour mettre ses semis et de refermer derrière là, c'est très illustré dans ce que tu nous as donné. Ouais, mais ça a été tourné, j'ai filmé ma mère en train de jardiner, fait que c'est Mmh. vraiment la version vidéo du livre, si on veut, ouais. L'image en mouvement. Et donc c'est ça pour ceux qui savent pas, parce que je sais qu'il y a peu de gens qui explorent cette partie-là de l'application, mais quand on clique dans le calendrier, on voit un peu toutes les tâches. Puis là, quand on vient sélectionner une tâche, il y a non seulement un texte d'explication, mais aussi depuis peu des vidéos qui illustrent tout ça. Puis ça fait partie de notre projet de comment illustrer des gestes techniques qui peuvent venir débloquer, plus de victoires, limiter un peu la petite partie exploration Mmh, peut-être. ouais, ouais, gagner des années. Ouais. Et veux-tu nous rappeler les différentes formules d'accompagnement que tu as sur ton site si, le monde aimerait, profiter de ton savoir-faire? Oui, ben, en gros, j'ai 2 catégories d'accessibilité budgétaire, disons.
Donc, pour les plus faibles budgets, il y a le livre qui est toujours en vente dans toutes les librairies, qui va assez de pair avec la main verte, je dirais, parce que, ben, de plus en plus aussi, vu qu'on fait toujours des améliorations en Mmh. lien avec le non-travail du sol. Donc, puis, parallèlement à ça, j'ai une formation vidéo aussi sur, le non-travail du sol où, beh, là, c'est moi qui explique, en détail avec un peu des visuels aussi. Puis sinon, à plus haut budget, ben, j'offre de l'accompagnement personnalisé. Donc soit sous forme de mentorat privé, 1 à 1, donc là, on prend vraiment le temps de faire le tour, heu, du projet de la personne, de l'organisation globale, là. On n'oublie pas de raccoin, heu, puis un accompagnement de groupe aussi. Donc, pour l'instant, c'est ça que tout est, explicité sur mon site internet Sur ton jardin site. jardinvivrier.com. Excellent et on mettra le lien dans les commentaires. Merci encore pour ton temps aujourd'hui, puis, le partage de tes vidéos et les quantités proposées par le Jardin Vivrier pour 5 adultes, toute l'année. Tel est votre projet et on se dit à bientôt Marie. À bientôt Alex, merci de l'invitation.